Alors, juste avant de rentrer dans ces premiers ateliers, impact de la Covid-19 et de la digitalisation sur le processus de conformité, est-ce que vous pouvez vous présenter? Christophe, est-ce que tu peux commencer? On va se tutoyer, hein, on est en famille, donc si tu peux te tutoyer. Merci Laurent, merci à tous. Christophe Curtelin, avocat associé du cabinet Vasco. On est un cabinet spécialisé sur toutes les thématiques de l'international. Et pour ma part, c'est la partie internationale et la conformité, c'est-à-dire comment on gère la conformité dans ce contexte international avec une multitude de réglementations qui s'imposent aux entreprises. Très bien, très bien. Mathieu, de ton côté? Mathieu Dary, moi je suis avocat associé au sein du cabinet de Gaulle Fleurance, qui est un cabinet full service de droit des affaires. Et je m'intéresse plus particulièrement à des sujets de compliance, notamment en matière de données personnelles et de sapin 2 et aussi sur d'autres procédures, mais on aura aussi l'occasion d'y revenir, je pense. Sur devoir de la table ronde. De vigilance ensemble, effectivement, et lutte anti-blanchiment par moment. Ouais. Devoir de vigilance également, on a fait des ateliers sur ce thème également. Très bien, alors sincèrement, quand on a préparé cette matinée, on aurait aimé ne pas aborder ce thème, hein, c'est-à-dire la Covid-19 et puis la partie conformité, mais l'actualité montre que cette pandémie a engendré plusieurs phénomènes. Tout d'abord, vous l'avez tous vu dans la presse, dans vos due diligence, hein, ou même par mail, tout simplement, des actes criminels de détournement de fonds, de blanchiment d'argent. Évidemment, les criminels ne sont pas idiots, j'allais dire, mais ils profitent et ils surfent sur l'ensemble de l'actualité. Et celle-ci en est une. On a vu beaucoup d'éléments là-dessus. Puis on a vu également un autre phénomène. On l'a bien vu chez Altares. C'est un changement organisationnel important dans les entreprises, notamment dans les équipes de conformité assez jeunes, hein, somme toute, hein, ces équipes de conformité, et notamment sur la partie Sapin 2. Je parle un peu moins des équipes banque et assurance qui sont peut-être un peu plus anciennes, mais on l'a vu dans les équipes des assujettis à Sapin 2, cette pandémie a totalement réorganisé la gestion de la conformité, le processus de due diligence, et on va aborder ces sujets. Évidemment, l'angle avec vous, c'est de voir les conséquences légales de ces aspects, tant au niveau international, européen et puis France, puisqu'on a constaté en préparant cette matinée qu'il y avait franchement des écarts assez importants. Alors, cette digitalisation est un élément important, hein, du processus de conformité qui s'accentue avec l'apparition de la Covid-19 et ce, dans l'ensemble des processus et notamment avec les phases de confinement. On est en plein dedans, hein, en ce moment. Et on le voit avec nos clients qui nous sollicitent, que c'est pas forcément évident à mettre tout ça en place. Alors, messieurs, on va aborder pendant une trentaine de minutes. On n'est pas forcément en retard. On a le temps. On va parcourir ces thèmes. On va les découper en trois parties. Dans un premier temps, on va d'abord préciser, hein, cette digitalisation et les pratiques tant des criminels que des équipes de conformité. Donc, on va aborder bien ces deux pans, hein, de cette digitalisation. On va évidemment voir les conséquences et beaucoup d'exemples. Et puis, on fera après évidemment un focus sur, en fin de compte, comment les régulateurs gèrent ces différents axes, alors, au niveau international, européen et France. Et puis, évidemment, en fin d'atelier, on verra vos recommandations, ce que vous faites tous les jours avec les clients. Nos clients, on a des clients communs. Voilà, alors, juste, on va remettre en contexte ce thème, cette digitalisation. Christophe, concrètement, on parle de quoi? On parle des outils, on parle des actes des criminels. Quand on aborde ce point-là, quel est le contexte, Christophe? Alors, c'est vrai que quand on parle de digitalisation, on a deux volets différents possibles. Et quand on a préparé justement cette matinée, on l'a bien vu, notamment en échangeant avec Mathieu. Finalement, d'un côté, on a l'organisation de l'entreprise, comment elle gère ce sujet, et Mathieu, je pense, y reviendra. Et puis, il y a aussi de l'autre côté les pratiques des affaires qui évoluent et qui font qu'on a plus de digitalisation autour des pratiques de l'entreprise
Et tout ça, ça impacte la conformité. C'est-à-dire comment, finalement, je dois considérer la conformité dès lors que mon environnement des affaires est en train lui-même de se digitaliser. Et c'est ça qui, en tous les cas, dans le point que j'avais vu sur cette thématique, c'est celui-ci. C'est comment l'entreprise prend en compte ce changement d'environnement des affaires. De ton côté, Mathieu? Oui, alors c'est effectivement, moi je l'abordais de manière un petit peu différente, qui était de se dire quelle est la conséquence de la crise sur le traitement de la compliance au sein de l'entreprise. Alors effectivement, la digitalisation était déjà très présente dans les entreprises, mais du fait de la crise, on a vu, même si en introduction, il a été rappelé que la compliance devenait une priorité à cause des différentes fraudes qu'il pouvait y avoir. Dans un premier temps de gestion de la crise, évidemment, la compliance n'était pas le sujet prioritaire pour les entreprises et les compliance officers se sont trouvés face à une difficulté parce qu'il n'y avait plus de transparence et moins d'échange d'informations au sein des entreprises. Leur travail était rendu beaucoup plus difficile parce qu'ils ne pouvaient plus voyager, ils ne pouvaient plus rencontrer leurs équipes, les marchés avaient changé, l'activité de l'entreprise potentiellement avait changé, il y a de plus en plus d'obstacles administratifs, c'est des contrôles qui sont différents à réaliser et le nombre des contrôles dans le même temps des autorités était moindre et donc il était beaucoup plus difficile de sensibiliser les personnes. Donc c'est dans un second temps, en tout cas de ce qu'on a constaté, que le sujet de la digitalisation est revenu. Alors de toute façon, c'est un sujet qui a touché toutes les activités des entreprises et dans notre quotidien. Et la conférence aujourd'hui en est un parfait exemple, c'est qu'on est obligé de transformer nos habitudes et du coup, là, il y a tout un enjeu de transformation digitale ou une accélération de la digitalisation de la compliance du fait de la crise. D'accord. Ok, c'est bon. Donc on va aborder ces deux pans. Christophe, de ton côté, donc tu es plutôt sur un angle RSSI en fin de compte, hein, et toutes ces pans là qui affectent les entreprises. Tu penses sincèrement qu'aujourd'hui, les attaques que vont subir les entreprises, qu'elles subissent, vont impacter la due diligence concrètement? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est ce point qui va arriver ou qui est peut-être déjà arrivé? Alors, en fait, ce qu'on voit, et notamment, je peux prendre quelques exemples de ce qu'on a vu, notamment récemment, sur des pratiques qui ont évolué, ça bouleverse finalement les certitudes que l'on avait sur les pratiques qui entourent l'entreprise. Et notamment, je vais prendre cet exemple-là, le département de la justice aux États-Unis a récemment identifié une pratique. C'était une personne qui vendait, par exemple, des médicaments sur le darknet, donc c'est en parallèle de l'Internet classique. Et finalement, quand il se faisait payer en bitcoins. Et ces bitcoins, finalement, il les a ensuite transférés de compte en compte sur différentes plateformes pour revenir finalement sur ses comptes traditionnels, ses comptes classiques. Et là, il était bien sûr poursuivi, il n'y a pas encore la condamnation, mais il était poursuivi pour notamment blanchiment. Et on voit que ce commerce, notamment ces pratiques, on utilise le darknet très facilement, hein, je vais me mettre à commercialiser dans le monde entier mes produits, et bien finalement, derrière, la digitalisation va faire que le paiement se passe de la même manière, et donc on va se retrouver avec des pratiques que les entreprises, par exemple, ne connaissaient pas. Et ça va toucher, y compris le fonctionnement d'une entreprise classique, entre guillemets, où nécessairement la distanciation, et dans un monde international, rend la digitalisation des pratiques nouvelles, et donc de nouvelles difficultés à appréhender en matière de compliance. Il y a d'autres cas, là tu évoquais le cas de paiement en Bitcoin. Alors, très sincèrement, dans l'ensemble des clients que l'on a vus chez Altares, on n'a pas forcément vu encore ce cas-là. Il y a d'autres exemples, si on reste sur cet angle digitalisation, donc des actes faits par les criminels.
Ouais, alors il y a je vais prendre deux exemples aussi. Un qui est récent, qui est lié aussi à cette période Covid, Mhm. où finalement une fondation qui est venue de nulle part s'est créée sur Internet. C'est-à-dire qu'en fait, mais ça peut être pareil pour n'importe quelle entreprise. C'est ça qui est intéressant à voir. Donc là, c'est une fondation qui s'est créée pour aider pendant cette période de pandémie, donc les personnes qui pouvaient souffrir de la Covid. Donc ils ont mis en place un site internet, ils lui ont donné un historique comme si cette fondation existait depuis plusieurs années. Ils ont passé des offres d'emploi Ah oui, réelles ouais. sur des sites d'emploi. Des personnes ont postulé. Ils leur ont envoyé un contrat pour devenir finalement des salariés de cette fondation. Ils leur ont demandé de réaliser un vrai travail. Donc, ces salariés se sont engagés et ils avaient notamment pour mission d'aller dans des pharmacies pour relever des prix, etc. Donc, ils ont fait ce travail. Ils leur ont demandé des rapports. Ils ont fait ces rapports. Et au final, en fait, pour les rémunérer, la fondation leur a versé une somme qui était bien plus élevée que leur salaire. Mhm. Et donc, ils ont fait passer ça comme étant une erreur, et en leur disant, bah, voilà, vous allez garder une partie faible de cette somme, et puis le reste, bien sûr, vous allez nous le renvoyer. Bien entendu, le compte en retour n'était pas le compte qui avait versé la somme, et donc c'était un moyen, avec toute l'apparence possible, Mhm. de réaliser du blanchiment d'argent avec tous les apparats d'une fondation avec une très bonne intention. Et ça peut arriver tous les jours dans le monde de l'entreprise. Ouais, alors, c'est une technique qu'ils utilisent depuis longtemps, mais les criminels ont profité de la pandémie pour faire cet acte-là. Quand on a évoqué également cet atelier, on évoquait des entreprises qui se créent, évidemment des entreprises criminelles qui se créent, avec des noms très très proches d'entreprises honorables existantes. Est-ce que là, tu l'as vu hein, très concrètement, Christophe, in vivo. Tu peux nous juste évoquer ce point-là on souhaite partager avec vous plusieurs exemples. Après, on verra les cadres juridiques. En fait, c'est le cadre d'entreprise. Alors pareil, la distanciation fait que on connaît moins ses interlocuteurs. En tous les Mhm. cas, on les connaît à Mhm. travers un écran, comme on le fait maintenant. Et donc, les noms d'entreprises qui sont communiqués Mhm. sont des Mhm. noms que l'on voit, qu'on va nous communiquer par un mail, etc. Et après, en fait, on se rend compte qu'à une lettre près, et c'est ce qu'on a pu voir, des sociétés qui avaient à une lettre près, un S notamment, deux existences juridiques. Et si on ne prête pas attention, si on ne fait pas de due diligence nécessairement, en fait, on a l'impression de travailler avec telle entreprise qui existe depuis tant d'années, etc. Et dans la réalité, on travaille avec une autre entreprise qui vient d'être Mhm. créée et on n'a pas du tout les mêmes interlocuteurs. Donc, ça montre encore dans la pratique comment les entreprises doivent vraiment être attentives et faire des due diligence Mhm. euh, avant de travailler encore plus avec des partenaires qu'elles ne connaissent pas, qu'elles n'ont peut-être même jamais rencontrés dans une salle. On le verra dans un des ateliers hein, sur le processus de due diligence et cette étape d'identification du tiers. Évidemment, on a des solutions chez Altares, mais être absolument certain qu'on fait la due deal sur le bon tiers et ne pas se galvauder dans un autre tiers, etc. Il y a aussi, on a vu tout ce qui est faux IBAN qui circule. Et dans ce processus-là, l'intégration d'un IBAN criminel, on va l'appeler comme ça, dans ce processus de création d'entreprise très proche, entreprise honorable, eh bien là, on voit évidemment tout ce qui va se faire. Et évidemment, ça s'est accéléré avec les ventes de masques, les ventes de choses comme ça, avec le Covid. Oui, Chez toi, Mathieu? pour ajouter un point, alors c'est vrai qu'il y a eu des exemples sur les remboursements de transport aussi, où beaucoup Absolument, de faux absolument. sites ont été créés, et puis beaucoup de fraude au président aussi, parce que du fait de populations malades aussi au sein des entreprises, les personnes qui habituellement vérifient certains process ne sont pas là, sont remplacées par d'autres personnes qui les connaissent moins et qui sont assujettis davantage à la fraude et les fraudeurs en profitent parce que connaissent ces situations, plus des situations d'urgence où on appelle par téléphone en disant il faut immédiatement faire ce virement à ce compte
là et les vérifications ne sont pas faites et une exposition au risque qui est très importante avec des gens qui profitent, qui est un jour férié le lendemain et que le virement soit déjà fait et plus annulable une fois qu'on a réfléchi au fait qu'il y avait potentiellement un problème. Absolument. Donc on voit bien ces deux phénomènes, hein. D'abord, la pandémie, qu'est-ce qu'elle a engendré, hein. Donc des actes des criminels qui s'accélèrent, des méthodes assez classiques, mais avec des thèmes nouveaux, hein, évidemment, les masques, les tests, etc. J'ai encore vu ce matin que certains revendaient les attestations. Ils imprimaient des attestations, ils les vendaient. Donc voilà. Donc l'acte criminel, il a objectif de capter de l'argent et de financer derrière terrorisme, etc. Et puis cette digitalisation, elle a engendré donc au niveau des équipes de conformité. Mathieu, tu l'as évoqué. Est-ce tu as des exemples là-dessus aussi? Donc les équipes de conformité par le confinement, et on le vit pleinement, sont dispersées, des équipes plutôt récentes. Et on le voit chez Altares avec les solutions que nous distribuons. Là, est-ce que tu as des cas également de cet angle un petit peu diffus du processus de conformité du fait du confinement concrètement? Oui, alors en fait, nous, les clients, dans cette deuxième partie un peu post-crise immédiate, viennent nous voir en ayant conscience qu'il y a un vrai sujet compliance. Donc souvent, nos interlocuteurs en tant qu'avocats, c'est les directions juridiques et qui sont en partie en charge de la compliance. Les équipes juridiques ont été très occupées sur cette première partie de crise avec les gestions contractuelles de force majeure, et donc elles disposent d'une bande passante relativement limitée pour traiter la compliance. Donc, elles viennent nous voir en nous disant quelles solutions vous pouvez nous apporter pour qu'on puisse gagner du temps, voire de l'argent, parce que c'est vrai qu'on le constate tous au quotidien, et Altares le sait bien aussi. La compliance est extrêmement chronophage dans la recherche et dans l'analyse d'informations. Et donc, il y a ce vrai enjeu. Donc, récemment, en ce moment, on a une mission pour un client sur la lutte anti-blanchiment dans un secteur non financier, avec une obligation que ce soit les opérationnels qui réalisent au quotidien cette obligation de vigilance, qui identifient les risques de blanchiment, mais ils n'ont aucune formation juridique et ils n'ont pas forcément les compétences professionnelles pour mener ces diligences. Et par ailleurs, ils n'ont absolument pas le temps qu'on leur rajoute ça. Donc, tout l'enjeu a été de créer un programme pour leur tenir la main au maximum, pour les aider à simplifier. Mais une fois qu'on avait fait notre programme, il ne restait pas moins qu'il y avait un temps à consacrer qui était énorme. Donc, on a travaillé à une solution de digitalisation qui permettait d'une part d'avoir une plateforme qui était accessible aux clients de l'entreprise, qui allait déclarer en fait un certain nombre d'informations et qui allait en fait s'auto-déclarer, auto-divulguer des risques éventuels. On a préparé et fait en sorte de préparer des questions uniquement avec des réponses par oui ou par non pour que l'outil informatique puisse gérer ces questions-là, et qu'une fois qu'il avait géré les réponses qui avaient été apportées par les clients de l'entreprise, il puisse identifier s'il y avait un risque ou pas et de mettre automatiquement les diligences sur un tableau de bord à réaliser. Et avec en plus des générations de courriers et d'actions, ce qui fait qu'à la fin, pour les opérationnels au quotidien, il y avait une maîtrise de l'outil qui était relativement simple, et finalement un temps à consacrer qui était relativement faible. Alors, oui. Christophe? Oui, j'allais ajouter un point. En fait, ce qu'on voit, nous, avec nos clients, comme il y a cette distanciation due à la digitalisation, on a d'un autre côté donc plus d'internationalisation. Et une des difficultés donc, à laquelle ils font face, c'est que finalement l'incrimination, c'est-à-dire l'élément de poursuite, n'est pas le même dans tous les pays. Alors justement, on va aborder, excuse-moi de te couper, on va aborder le cadre juridique. Tout ça pour dire simplement que mon collègue a juste passé le slide, hein, c'est tout, hein, c'était un petit mot pour lui dire ça. Donc voilà, le cadre juridique, tout ça, parce que c'est ça vraiment l'objectif, c'est quand on regarde ce qui se fait tant au niveau des criminels, tout ce qui est ransomware, Bitcoin, etc., ce que tu as évoqué, Christophe, et puis ce que tu as évoqué, Mathieu, la responsabilité
de ces services de conformité qui sont dilués, on va les appeler comme ça. Quel est le cadre juridique? Et là, au niveau international, Christophe, lorsqu'on a préparé, vraiment, tu dois me donner beaucoup d'informations sur ce sujet, et notamment les États-Unis, la Chine, hein, qui a plutôt des bonnes réponses. Alors, effectivement, juste en continuant sur l'exemple que je donnais, en fait, on a déjà, c'est une difficulté pour les équipes, des incriminations qui sont différentes d'un pays à un autre. Donc, en fait, ne serait-ce que si on prend le financement du terrorisme, la définition du terrorisme n'est pas la même déjà dans tous les pays. Donc, l'incrimination derrière en fait, de financement du terrorisme qui est sanctionnée, on voit bien, elle n'est pas la même, elle est à géométrie variable. Donc ça, c'est une difficulté pratique déjà qui est liée à cette distanciation, qui dit plus d'international et plus de prise en compte de toutes ces facettes juridiques qui sont différentes d'un pays à un autre. Ça, c'est une grande difficulté. On le voit avec les équipes juridiques. Souvent, elles sont un peu perdues sur cette thématique-là parce qu'on ne peut pas voir le monde à travers le prisme français. Il faut vraiment le voir pays par pays. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, sur la partie juridique, c'est est-ce que la période actuelle Covid a entraîné de nouvelles réglementations? La réponse est non. En fait, pour l'instant, on n'a pas vu une évolution des réglementations en raison du sujet Covid. Néanmoins, on a des guides qui se sont mis à jour dans différents pays du monde et notamment les États-Unis qui, en fait, ont très vite réagi sur cette thématique de, finalement, dans ce nouveau monde, qu'est-ce qu'on va devoir prendre en compte, ce monde qui se digitalise. Et là, on voit qu'on a des pistes de réflexion qui sont intéressantes, notamment pour aider les équipes de compliance à comprendre, finalement, où sont ces nouvelles pratiques qui peuvent créer des enjeux de non-conformité. Si on prend le département de la justice sur le FCPA, ils ont rappelé, alors ça avait commencé déjà dès 2017, où ils avaient alerté sur le sujet des messageries instantanées, en expliquant, attention, si dans l'entreprise, vous utilisez des messageries instantanées, c'est-à-dire que vos collaborateurs utilisent ces messageries instantanées, vous allez perdre la trace de ce qui est réalisé. Et attention, vous devez piloter ce sujet, c'est ce qui a été dit par le département de la justice, vous ne devez pas laisser cette thématique de côté, vous devez l'intégrer dans vos programmes de conformité, comment vous allez devoir le gérer, comment vous formez vos collaborateurs sur cette thématique. Donc là, on voit qu'il y a déjà eu en anticipation, et ça a été rappelé avec la période actuelle, que ces nouveaux outils doivent être intégrés dans la conformité en termes de programme de conformité. Excuse-moi, mais c'est-à-dire que typiquement les échanges entre collaborateurs ou entre collaborateurs, conformité et tiers via une messagerie instantanée devraient être dans le rapport de conformité? Tout à fait. C'est ça? D'accord, ok. Ce sujet doit être intégré. D'accord, aujourd'hui, ce n'est pas une loi et c'est une recommandation américaine. D'accord, mais ça risque d'arriver sur l'Europe et la France, selon toi? Alors, complètement. Et c'est plutôt un manque, je pense, d'anticipation sur ces thématiques. En fait, comme la réglementation ne change pas, que les lois sont déjà présentes, en fait, c'est plus quelles sont les nouvelles pratiques auxquelles on va appliquer les lois existantes. Donc, en quoi vous devez être alerté. Donc, ces thématiques, même si elles viennent des États-Unis, elles sont très, très intéressantes pour nous en France, parce qu'on doit aussi les anticiper. Ces pratiques-là, elles arrivent aussi en France, on les a de la même manière. Donc, prendre en compte ces guides qui viennent des États-Unis doivent nous éclairer sur, en France, comment on va aussi, et on doit traiter ces thématiques. Donc ça, c'est le département de la justice qui avait alerté sur ce point. On a eu aussi récemment, et c'est l'OFAC, sur notamment les rançons, donc en cas d'atteinte à la sécurité, lorsque l'entreprise est menacée en fait de perdre toutes ses données, ou en tout cas elle est bloquée, elle doit verser une rançon. Et l'OFAC a rappelé au mois d'octobre que si une entreprise versait une somme à ces organisations,
attention, ces organisations peuvent être des organisations terroristes. Et donc, l'entreprise qui verse la rançon pourrait elle-même être poursuivie puisqu'elle finance des organisations qui sont interdites en payant simplement la rançon. Donc là, on voit aussi cette prise de conscience de ces pratiques qui sont nouvelles avec la digitalisation, qui entraînent de nouvelles prises de conscience sur quelles vont être mes responsabilités peut-être si je fais telle ou telle chose. Donc ce ne sont pas de nouvelles réglementations, ce sont plutôt ce sont de nouveaux éclairages sur des nouvelles pratiques qui peuvent être incriminées. D'accord. On avait également, tu nous avais évoqué également un cas avec la Chine. Oui, alors en Chine, notamment c'est dans le domaine de la corruption, où ils se sont rendus compte que la corruption avant était très matérielle. C'était des enveloppes et notamment avec la nouvelle année, en fait des remises d'enveloppes. Et là, pareil, ils ont pris conscience que la corruption se passait tout simplement de téléphone à téléphone avec les applications WePay, etc. Et donc, là aussi, le gouvernement chinois s'est saisi de cette thématique en l'intégrant dans une réglementation pour que, justement, ces pratiques-là puissent être sous contrôle. Donc, on voit, et la Chine avait anticipé, c'était avant le sujet Covid, mais cette digitalisation des pratiques a été intégrée dans la réglementation pour être capable davantage à suivre l'utilisation de ces applications. Alors, trois exemples, la messagerie instantanée qui peut-être va arriver en Europe et dont les échanges devront figurer dans le rapport de conformité. Le ransomware, on l'a résumé comme ceci, la victime qui passe de victime à coupable. Et puis la Chine qui a digitalisé sa corruption. Bon, Mathieu, si on ressent maintenant au niveau européen et France, alors est-ce qu'on a vu des choses au niveau législatif, réglementaire, guides, conseils qui sont apparus sur ces nouveaux sujets? Alors, au niveau réglementation, de manière générale, le législateur est toujours un petit peu en retard, quoi qu'il arrive, dans sa réaction. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que on l'a vu, et aussi pour des raisons du fait que la compliance est globale, le législateur ne prend pas véritablement de réglementation très précise sur la compliance et laisse ça aux autorités pour qu'elles donnent des lignes directrices et des recommandations. Après, Christophe a raison, c'est comme on inscrit la compliance dans la globalité, il faut regarder un petit peu aussi ce qui se fait ailleurs, puisque souvent ce qui vaut dans un pays vaut pour d'autres, et certains pays sont en retard et reprennent les choses. Alors, pour autant, les autorités ont réagi. Pas forcément immédiatement, mais on a eu des réactions au mois de mai, au mois de juin, un petit peu avant pour la CNIL. Donc, on a des réactions de la CNIL pour les données personnelles, de Tracfin sur tout ce qui est lutte anti-blanchiment, et puis du GRECO repris par l'AFA. Donc, le GRECO, c'est le groupe d'État contre la corruption au niveau du Conseil de l'Europe. Mais toutes ces recommandations, alors il y a des recommandations autour du numérique et du digital, mais qui étaient antérieures à la crise du Covid. Il n'y a pas de spécificité sur le digital et la Covid-19. Et sur la Covid, tout est très tourné autour du sanitaire et d'achat de sanitaire. Et par ailleurs, ce qui est certainement regrettable, c'est que donc on fait le constat des différentes fraudes, qu'il peut y avoir des fraudes qui ont d'ailleurs été en partie évoquées par Christophe en début de cette table ronde, sur des fausses sociétés qui vont se créer, des faux bons de commande et autres, des marchés publics aussi qui vont être simplifiés, donc qui renforcent des risques de conflit d'intérêts. Mais on va donner des règles qui sont générales, qui sont d'ailleurs plus des règles à l'attention des administrations et des États sur la nécessité de renforcer les dispositifs en matière de conflit d'intérêts, de la protection des alertes professionnelles, mais on n'est pas très précis sur ce que doivent faire les entreprises, et l'utilisation des outils digitaux est complètement absent. Alors,
La raison pour laquelle l'outil digital est absent, je le pose comme ça et chacun aura son opinion, mais c'est qu'on a vu que les administrations étaient aussi très en retard dans leur propre digitalisation. Et pendant la crise, ça a été flagrant puisque beaucoup d'agents d'administration n'avaient même pas un accès à distance à leurs outils de travail et utilisaient, le cas échéant, leur téléphone personnel et leurs adresses email qui posent d'autres questions en matière aussi de cyberattaque et de fraude. Mais je pense qu'il faut aussi profiter, puisque les autorités françaises et notamment l'Agence française anticorruption est en attente des remontées des problématiques qui sont rencontrées par les entreprises et plus particulièrement en ce moment, puisqu'elle a fait un appel à consultation sur ses recommandations. Donc c'est peut-être l'occasion de faire un rappel sur ce qui pourrait être utile à la fois dans la digitalisation et dans la gestion de la crise. Après, la question, est-ce que, et on le voit sur d'autres sujets réglementaires, est-ce qu'il est nécessaire d'adopter d'autres règles alors que les règles actuelles peuvent s'adapter à la crise en question? C'est juste qu'il y a un temps d'adaptation par rapport à cette crise. D'ailleurs, je vais rajouter un point, Mathieu. Je crois que je me demande même si c'est pas toi qui l'avais mentionné quand on avait préparé cette matinée. C'était notamment le guide de l'AFA sur les cadeaux et invitations, qui finalement vient de sortir et en fait ne parle pas du tout de la digitalisation des cadeaux, alors que en fait il y a beaucoup d'exemples sur vous inviter quelqu'un à un match, etc. Donc des choses très physiques, et on a l'impression que c'est d'une certaine manière c'est complètement décalé par rapport au monde dans lequel on est en train de vivre. Donc effectivement, en tout cas, la réglementation ne change pas, mais en termes de guide et de prise en compte, il y a vraiment ces nouvelles pratiques qui sont intégrées. Entre guillemets, il y a l'ancien monde qui est toujours là et qui sera toujours là, mais il y a de nouvelles pratiques en plus qui viennent se rajouter et qui ne sont pas toujours prises en compte à ce jour par les agences. Alors, justement, il nous reste 4 minutes. On a fait ce constat, on a vu quelques exemples. Il n'y a pas forcément, donc pour la partie française, de réglementations qui ont été définies, pas encore. Vous dites que ça va arriver. Néanmoins, quelles sont vos recommandations afin que les entreprises qui sont présentes aujourd'hui, celles qui vont revoir ce genre de contenu, quelles sont les recommandations que vous faites pour anticiper? Et quand je dis ça, j'entends bien que déjà, les entreprises mettent en place les 8 piliers de la loi Sapin 2, l'évaluation des tiers, et on le voit au quotidien chez Altares, c'est difficile, et on est là, nous, pour les rassurer et fluidifier ce processus-là. Néanmoins, on a un objectif de prospective ce matin. Quelles recommandations faites-vous pour anticiper ces arrivées de réglementation, de guide? Christophe, et après on finira par Mathieu. Oui. Alors, la base, les règles de droit sont là. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà un encadrement juridique. La seule chose, c'est que on a peu anticipé la digitalisation. Et finalement, on n'a pas forcément besoin de lois véritablement ou de réglementations supplémentaires. Et on ne les verra pas forcément tout arriver, même si on aura au niveau européen peut-être des évolutions sur le devoir de vigilance, justement pour que la chaîne de fournisseurs soit davantage contrôlée. Globalement, les règles de droit sont là. Par contre, le conseil qu'on peut donner aux équipes de conformité, c'est d'intégrer ces pratiques-là dans la cartographie des risques, de considérer qu'il y a de nouvelles typologies de risques, de nouvelles pratiques. Et ça, c'est vraiment le premier conseil à avoir, c'est remettez à jour votre cartographie des risques, déjà pour être capable d'identifier en quoi votre entreprise, dans un monde qui est de plus en plus digitalisé et aussi de fait international, comment vous allez mettre à jour votre cartographie des risques. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est comme on a moins de, ce qu'on disait tout à l'heure, on a moins d'interactions physiques, les équipes, en tous les cas opérationnelles, ont moins d'interactions physiques avec les interlocuteurs, il faut que d'un autre côté, on augmente les vérifications. Et donc, plus de digitalisation aussi
pour être capable d'aller vérifier les données sur les interlocuteurs. Ça, c'est les 2 conseils que j'ai, c'est cartographie des risques avec les nouveaux types de risques et d'augmenter la digitalisation interne pour être d'une certaine manière au même niveau que le fonctionnement de l'entreprise. Mathieu, de ton côté? Oui, bah, très rapidement, c'est tirer effectivement les conséquences de cette crise, parce qu'elle a révélé qu'on ne pouvait pas tout anticiper, mais ça veut dire que ça peut se reproduire sous une autre forme. Donc c'est aussi de voir quel est l'impact du télétravail sur la gestion de la compliance, l'impact de ce que je disais tout à l'heure de l'indisponibilité de certains salariés dans l'entreprise et les enjeux que ça peut avoir sur la compliance, de savoir si les outils que j'ai mis en place sont utiles et fonctionnent en cas de crise, et est-ce que j'ai les bons outils, et ça va passer par la digitalisation. Et juste en conclusion, sur un point d'attention quand même, parce que le tout digital est risqué, on l'a vu par les attaques, et il peut être risqué aussi en cas de contrôle par les administrations. On voit de plus en plus que des outils vont rassembler l'ensemble de la compliance, mais aussi comment j'arrive à gérer et à définir quel a été mon risque. Mais il y a des choses que je ne veux pas forcément révéler à l'administration. Or là, en utilisant un outil, en cas de contrôle, l'administration, elle va nécessairement avoir accès à cet outil, elle va avoir accès à tout l'historique et à toutes les données de cette Donc, il faut se demander si je veux que toutes mes données soient bien hébergées dans mon entreprise et qu'elles soient toutes accessibles à l'administration. Je pense que c'est important à ce titre-là, même si on veut beaucoup de transparence, et c'est ce que l'administration recherche. Il ne faut pas s'auto-accuser. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci Mathieu.